Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 19. Thémat, bonjour. Nous nous étions quittés la fois dernière sur une question. Malardé, le carnaval, n'était-il pas autrefois, comme il était sur la côte et dans les villes, synonyme de déguisement, de liesse populaire dans les campagnes? Bon, l'aspect déguisement, le fait de se travestir, y est attesté. C'est loin d'être une pratique courante largement répandue, c'est vrai, mais on la rencontre dans les gros villages ou dans les bourgs. Les jeunes hommes, les célibataires surtout, s'habillent en femmes, se poudrent les cheveux en particulier avec de la farine, se noircissent le visage. L'objectif est, bien sûr, de ne pas être reconnu quand on parcourt le village ou le bourg à la nuit tombée, quand on va frapper aux fenêtres des maisons. Ici, dans le pays d'Auray, je pense à Bieuzy-Lanvaux, un bourg annexe de Pluvigné où vivaient nombre de familles de bûcherons, de charbonniers, de sabotiers. Les jeunes se travestissaient en femmes ou revêtaient des livrées de chasse à courre qui avaient été abandonnées dans une maison quand ces chasses s'étaient arrêtées. Ils se noircissaient le visage et les mains avec du charbon de bois et écumaient les ruelles du bourg avec des torches ou des falots. Gare à celui qui rencontrait ces Fassauville, ces mal débarbouillés, ces sales gueules, si vous voulez. Il se trouvait immédiatement cerné par la troupe hurlante, copieusement poudrée à la farine et, parfois, tenez-vous bien, bombardée de boules de bouse de vache pétries avec de la farine. Dans le bourg communal, à Pluvigné donc, les choses ne prenaient pas la même ampleur. Le clergé y était nombreux à résider. Et ça menaçait, ça tempêtait les dimanches avant. N'empêche que certains bravaient l'interdiction. Les Fassauville s'y retrouvaient aussi. Je me souviens de ce que racontait à ce sujet mon amie Yvonne, née en 1925 à 2 pas de l'église, donc au centre même du bourg. Sa terreur devant ces visages noirs et grimaçants, ses mains aux doigts crochus qui apparaissaient soudain derrière la vitre, éclairée à giorno par un falot. Sa mère qui se précipitait à l'extérieur, le balai à la main, pour chasser ces chargeurs-vours, ces chiens du bourg, autrement dit ces racailles, qui venaient ainsi effrayer les enfants. Il faut cependant bien comprendre l'impact de ce genre de manifestation, somme toute assez inoffensive, assez peu subversive, si elle n'est pas du goût du clergé paroissial, ne l'est pas davantage de celui de toute une catégorie de bien-pensants, de gens qui se trouvent souvent, comme on dit, du côté du manche, du côté de l'autorité et donc de l'ordre bien établi. Les années 1880 à 1914 correspondent à une période de prise en main de la société populaire par les notables, qu'ils soient blancs ou rouges, d'une période d'encadrement des activités et distractions populaires, un encadrement orchestré par les institutions, aussi bien de la Troisième République qui s'établit, que de l'Église qui lutte pour ne pas perdre sa place dominante. Je vous propose, à titre d'illustration, de prendre connaissance de l'arrêté municipal pris en 1892 par les édiles pluvignoises. Nous, maire de la commune de Pluvigné-Morbihan, voulant prévenir tout accident et tout désordre pendant le divertissement du carnaval, arrêtons ce qui suit. Article 1. Nul ne pourra, en aucun temps, se montrer masqué ou déguisé dans les rues, passages, places, promenades ou lieux publics, sans s'être au préalable fait inscrire à la mairie et avoir déclaré sous quel déguisement il a l'intention de paraître. Article 2. Toute personne masquée, déguisée ou travestie ne pourra porter ni arme ni bâton. Article 3. Nul ne pourra paraître sous le masque sur la voie publique avant 9 heures du matin et après 10 heures du soir. Article 4. Aucun individu ne pourra prendre de déguisement qui serait de nature à troubler l'ordre public ou à blesser la décence et les mœurs, ni porter aucun insigne ni costume ecclésiastique ou religieux appartenant au ministère des cultes légalement reconnus ou appartenant à l'armée.
Article 5. Il est défendu à toute personne masquée, déguisée ou travestie d'insulter qui que ce soit par des invectives, des mots grossiers ou des provocations injurieuses. Article 6. Elles ne pourront pareillement s'arrêter sur la voie publique pour y tenir des discours indécents ou y provoquer les passants par des gestes ou paroles contraires à la morale publique. Article 7. Il est également défendu à tout individu, masqué ou non masqué, de jeter dans les maisons, dans les voitures ou sur les personnes aucun objet qui puisse blesser, endommager ou salir les vêtements. Article 8. Toute personne masquée, déguisée ou travestie doit, sur l'invitation qui lui en est faite par un agent, se rendre sur le champ au bureau de la gendarmerie ou de la mairie pour y donner les explications qui lui seraient demandées. Article 9. Les contrevenants aux dispositions ci-dessus seront arrêtés, conduits au dépôt de sûreté pour être pris à leur encontre telle mesure administrative qu'il appartiendra, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux, tant contre eux que contre les pères et mères et autres civilement responsables suivant la loi. Fait et arrêté en mairie à Pluvigné le 30 janvier 1892. Monsieur de Saint-Georges, maire, absent, signé le premier adjoint Jules de Kerroualan. Clair, n'est-ce pas? On retrouve bien les différents aspects du Mardi Gras populaire, du Malardais que nous connaissons par la tradition orale. Ils sont ou interdits ou encadrés. L'arrêté a été visé par la préfecture du Morbihan, ce qui signifie qu'il a été considéré par l'autorité supérieure comme fondé, qu'il pourra donc s'appliquer. L'arrêté date du 30 janvier. Mardi Gras, cette année 1892, tombe le 1er mars. Pas de doute, on s'y est pris à temps. On pourra afficher, faire publier les dimanches après les messes. Nul ne pourra l'ignorer. L'autorité, M. le comte de Saint-Georges, maire, et M. de Kerroualan, premier adjoint, entre autres, ne veut pas de désordre, pas de scandale, rien que du convenable, du bienséant. C'est le début de cet encadrement que j'évoquais tout à l'heure et dont on mesurera le plein succès à l'heure de la mobilisation en août 1914. Mais c'est là une autre vaste question que je me propose d'aborder une autre fois. Jouez d'or, que na vo imbert.